On va faire comme traditionnellement, tout d'abord faire l'appel, et puis après on passera donc au conseil municipal. Bien, donc Dominique Bonin présent, Yveline Thibault, Fabienne Parpaillon, et François Edouin, pardon. Fabienne Parpaillon, Arnaud Charpentier. Alors il est absent, il est excusé, donc il a donné son pouvoir à Yveline Thibault. Olivier Bertrand a donné son pouvoir à Denis Lesage. Donc Denis Lesage. Stéphanie Le Goff, Christian Grimaud, Annie Sorin, Francis Vrignot, Jean-Philippe Charrier, Francis Villemot, Jean-Marc Boitel. Alors Jean-Marc Boitel est sur la route et il rentre de La Roche-sur-Yon. C'est embouteillé un petit peu, donc il va nous rejoindre. Il n'a pas eu le temps de donner de pouvoir. Il arrive dans 5-10 minutes, je présume. Géraldine Libessart. Anne Loriot Vettorazzo a donné un pouvoir à Fabienne Parpaillon. Annabella D'Acosta a donné un pouvoir à Dominique Bonin. Karine Pasteau. Marie-Laure Chaumont. Julien Gouriou. Donc Jennifer Macou a donné un pouvoir à François Edouin. Julia Guilloton. Kevin Bonneau. Martine Sosso a donné son pouvoir à Arnaud Bouger. Jean-Luc Pinet. Arnaud Bouger. Cyril Larieux, Audrey Gentreau et Nathalie Granger. Parfait, donc le quorum est atteint. Bien, on propose de désigner comme traditionnellement un secrétaire de séance. Qui c'est le plus jeune? Donc ce sera Kevin. Merci Kevin. Donc Kevin Bonneau, secrétaire de séance. On vous demande tout d'abord d'adopter le procès verbal du 28 septembre 2021. Avez-vous des remarques à faire sur le conseil municipal du 28 septembre? Non? Écoutez, merci. Avant de passer à l'ordre du jour proprement dit du conseil municipal de ce 23 novembre, je vais peut-être juste laisser la parole à Fabienne Parpaillon 2 minutes pour parler des fermetures des classes actuellement sur Luçon. Oui, alors comme vous êtes sans savoir, c'est vrai qu'effectivement c'est un petit peu musclé au niveau des fermetures de classes. Hein. Donc la Sainte-Famille, on a 4 classes de fermées. On en a une à Jean Moulin et on en a 2 à l'école du centre. Alors bon, je me suis renseignée quand même ce matin, ça se passe relativement très bien. Les directrices ont quand même le temps, si vous voulez, d'envoyer quand même les mails aux parents pour leur dire que les enfants sont à garder chez eux. À part Jean Moulin, il y a eu un remplacement d'enseignants aujourd'hui. Et si jeudi, il n'y a pas de remplacement, les parents sont invités à garder leurs enfants à la maison. Bon. Pas d'anxiété particulière à ce niveau-là, ça se gère très bien. C'est quand même une difficulté à annoncer. Et je leur ai dit le soutien de la collectivité, si toutefois il y avait des besoins, elles savent qu'elles peuvent compter sur nous. Voilà, donc malheureusement, là, on a quelques classes qui sont fermées. Hein, sur les 28, vous voyez, on en a quand même 8 sur les 28 classes de Luçon. Hein, voilà. Donc à ce propos, donc, on va donner quelques informations quand même. On vient de recevoir un message ce soir là, donc, de l'ARS hein, qui nous informe que les données épidémiologiques sur Luçon ne sont pas bonnes du tout. Hein, on a un taux d'incidence de 317 pour 100 000 habitants, alors que la moyenne en Vendée est de 195. Hein, donc 317 au lieu de 195, enfin, alors que c'est 195 sur la Vendée, pardon. Et un taux de positivité de 9,9%, alors que sur la Vendée, il est de 5,3%. Alors ça veut dire que la semaine prochaine, il propose de venir à Luçon faire une campagne de prévention, de dépistage et de vaccination. Hein, voilà ce qui va se produire pour la semaine prochaine. Il nous propose 3 dates, donc soit mardi 30, jeudi 2 ou vendredi 3. Bon, on n'a pas encore décidé parce qu'on vient de recevoir le message ce soir. Hein, donc c'est quelque chose qu'on va mettre en place dès demain. De notre côté, nous allons communiquer et l'ARS communique de son côté par voie de presse. Voilà, donc ça montre bien qu'effectivement aujourd'hui on est quand même dans une phase un peu particulière. Hein, si vous regardez malheureusement l'épidémiologie sur la Vendée, hein, je ne veux pas être alarmiste, mais quand même sur le dernier mois on a eu 29 décès. Hein, alors que depuis le début de l'été on n'en avait eu que 2. Donc ça montre bien qu'il se passe quelque chose. Alors donc soyons prudents, vaccinons-nous et faisons en sorte que tout le monde se comporte de façon raisonnable. Donc concernant les missions des médiateurs qui vont venir la semaine prochaine,
Hein. Ils réaliseront bien sûr des tests antigéniques. Jean-Marc, où est-ce qu'il est, Jean-Marc? Ouais, ok. Ils réaliseront donc des tests antigéniques, hein, avec un rendu qui sera fait dans les 15 à 20 minutes juste après. Donc ça vaut le coup de venir effectivement se faire tester. Hein. Délivrance de messages de sensibilisation sur la santé publique et l'indication des sujets sur les contacts à risque. Voilà. Donc ils sont là pour apporter des conseils, mais également aussi, si nécessaire, pour vacciner. En ce qui concerne la vaccination, je vais quand même laisser la parole à Evelyne, qui va nous donner un petit peu la situation sur Luçon aujourd'hui, dans le cadre du centre de vaccination. C'est bon. Pardon. Merci, monsieur le maire. Donc, actuellement, on est à 3 jours d'ouverture du centre de vaccination, le lundi, mardi, mercredi, toute la journée. Enfin, pour le moment, il n'y a pas le lundi matin, mais on va passer au lundi matin, puisqu'en fait, il y a des demandes de plus en plus importantes, puisque pour la 3e injection, l'âge a augmenté. Donc, en fait, il y a plus de personnes qui sont susceptibles d'être vaccinées. Et de plus, puisque maintenant, les tests PCR ne sont plus remboursés par la sécurité sociale, on a quand même plus de primo-vaccinants, puisqu'en fait, il est vrai que la sanction du règlement fait que ça a changé la vie de certaines personnes. Donc actuellement, nous faisons par semaine 810 à 850 personnes vaccinées par semaine, puisqu'après nous laissons la salle disponible jeudi, vendredi, samedi, dimanche à la location pour les diverses activités. Bon, à voir en fonction de l'évolution de la crise sanitaire, s'il n'y a plus possibilité de louer des salles, peut-être qu'il faudra à nouveau augmenter les créneaux, enfin, nous verrons. En fait, il faut que vous sachiez qu'on s'adapte à la situation et on s'adapte très vite. Donc, voilà, faites-nous confiance, on va faire au mieux. Et puis, cette proposition de l'ARS, je trouve qu'elle est intéressante pour montrer à la population que, en fait, les gestes barrières, s'il vous plaît, c'est pas fini, quoi. Il faut continuer, parce que réellement, si on voit une telle augmentation à nouveau, c'est qu'il y a eu du relâchement. Donc, les masques, s'il vous plaît. Voilà, on ne se fait pas la bise, on ne se serre pas la main. Il faut qu'on garde les mêmes gestes barrières, parce que là, je pense qu'il y a eu, je ne vais pas faire la moraliste, mais il y a dû avoir du relâchement pour voir une telle augmentation. Donc c'est pas fini, on n'en est pas sorti, il nous accompagne toujours là, le virus, et il faut s'en méfier. Donc voilà, le message que j'avais à faire passer. Très bien, merci. Est-ce qu'il y en a qui veulent prendre la parole par rapport à ça? Non, je pense que c'est clair. Hein. Voilà, donc on va quand même prendre nos dispositions pour cette campagne de dépistage la semaine prochaine. Elle aura lieu certainement, alors pour l'instant, donc le jour, comme on vous a dit, ça sera mardi, jeudi ou vendredi. Et puis, on peut présager que la salle qui sera dédiée, ce sera la salle des fêtes. C'est pour ça qu'on attend demain pour prendre la décision du lieu, parce que les gymnases ne sont pas chauffés. En plus, il y a quand même de l'école. Donc, on va voir si la salle des fêtes est disponible sur ces jours-là, et ce sera plus pratique pour nous, parce qu'autrement, on ne peut pas mélanger avec le centre de vaccination. Sauf si ce n'est pas un jour de vaccination, on va voir. Ouais. C'est à voir. Donc on va réfléchir à ça dès demain et on tiendra informé bien sûr la population par voie de presse et puis également un communiqué. Et l'ARS prendra également le relais pour communiquer. À ce propos, donc, juste quelques informations très rapides. Nous avons donc une nouvelle sous-préfète qui est arrivée sur le secteur, donc sous-préfète de Fontenay-le-Comte, qui est arrivée, Madame Nicole Chabagnier, que nous avons déjà vue à 2 reprises, et elle viendra sur Luçon la semaine prochaine, passer une demi-journée pour discuter des dossiers dont je la recevrai. Hier matin, nous sommes allés à La Roche-sur-Yon également pour à la rencontre du nouveau préfet, un monsieur Gérard Gavory, voilà, qui vient d'arriver aussi et qui a pris ses fonctions donc depuis lundi. Je pense que par eux et par le gouvernement, nous aurons bien sûr des consignes sur les mesures à appliquer dans les semaines qui viennent. Quoi qu'il en soit, nous, on poursuit quand même la mise en place du marché de Noël. Hein, je rappelle, enfin on le dira peut-être tout à l'heure, je crois qu'on va prendre des délibérations. Donc c'est le 25e anniversaire. Donc cette année, on veut mettre l'accent quand même sur cette date. Pour autant, nous attendons aussi les consignes. Quoi qu'il en soit, dans l'immédiat, c'était les consignes pour l'entrée de marché de Noël, c'est le pass sanitaire et puis le masque obligatoire, bien sûr. Voilà. Et une recentralisation du marché de Noël sur la place Leclerc quasi uniquement, avec quand même les rues du centre-ville
en rue piétonne et avec quelques animations à l'intérieur. Voilà ce qui est prévu pour l'instant, mais dans l'immédiat, rien n'est vraiment défini. Bien, je vous propose d'emblée donc de commencer l'ordre du jour de ce conseil municipal. Alors avec tout d'abord donc une première délibération. Alors la première délibération, c'est le changement de... Pardon ? Oui, excusez-moi, M. Baudin. On avait une question par rapport au tableau des décisions. Je Oui. sais pas si on peut la poser, ça ne vous dérange pas ? Les DIA, d'habitude, on les voit en dernier. Pas oui, les c'est marqué DIA, là. tableau des Parce que décisions. d'habitude, je les fais en dernier, les DIA. Mais on peut y aller d'accord. tout de suite, allez-y. Alors, c'est pas les DIA, c'est tableau des décisions. Ah, les décisions, pardon. Oui, il y a un montant qui nous rend un peu perplexe là, c'est par rapport au contrat de cession de droit de représentation du spectacle de Thomas VDB. Alors, Je ne sais pas si vous l'avez. est-ce qu'on peut descendre parce que... C'est en page 3, la attends, décision 133. Il y a plusieurs contrats qui ont été signés, mais la somme nous paraît un petit peu plus importante que les autres. 133. Oui, la D133, oui. Ah oui, non, c'est une erreur. C'est pas 50 000, c'est 5 000. C'est pas 150 000 non plus. Non plus. Non, Merci de l'avoir vu. Merci de l'avoir vu parce que... Thomas VDB dira pas merci, lui, par contre. Mais Thomas VDB dira pas merci. Mais la vraie valeur, c'est combien ? C'est 5 000 ? Non, c'est 5 000. 50 000, on s'est dit, punaise, il est fort, Thomas VDB. Non, c'est 5 000 forcément. C'est une erreur, c'est 5 000. Oui. J'en profite pour dire qu'il y a un spectacle qui devait avoir lieu et qui n'aura pas lieu. C'est le Petit Chaperon Rouge, je crois, qui était prévu. Malheureusement, je crois qu'il y a 27 réservations, donc... ouais. C'est ça. C'est un spectacle qui, en plus, qui avait un coût de 5 000 €. Il n'y avait que 27 réservations, donc on a préféré l'annuler, malheureusement. Aujourd'hui, on voit quand même que les gens sortent beaucoup moins sur les manifestations, sur les spectacles. C'est désolant, mais c'est comme ça. Merci d'avoir vu cette erreur, ouais, parce que en général, je passe les décisions à la fin, mais peu importe, c'est fait comme ça, ouais. Très bien. Ok. Donc, changement de salle pour la réunion du conseil municipal. Alors, on l'avait déjà exprimé. On avait la salle du conseil municipal qui est à côté, 33 places. C'est vrai qu'on se dit parfois, il y a des spectateurs ce soir, en l'occurrence, il n'y a pas de public, mais parfois il peut y en avoir en fonction de certains conseils municipaux. Et puis aussi, je voulais changer le dispositif qui ne me plaisait pas vraiment. Pour autant, on s'est dit que la salle des assemblées, puisqu'on va appeler cette salle maintenant la salle des mariages, la salle des assemblées, convenait mieux parce qu'elle avait une capacité de 45 personnes, donc un peu plus grande, pour pouvoir avoir donc nos réunions et surtout recevoir du public qui soit, disons, distancié et dans des conditions un peu plus favorables. De même qu'également pour les prises de son et les prises de vue, ça nous semblait mieux approprié. Alors moi, ce que je vais vous demander ce soir, c'est que, on va bien sûr faire le conseil municipal là, on prend cette délibération. Par contre, ce qui sera intéressant, c'est de nous faire savoir votre retour concernant cette disposition, si ça convient ou pas, s'il faut qu'on modifie dans les mois qui viennent le dispositif. Ça nous a semblé peut-être le mieux adapté, c'est pas forcément peut-être le top, surtout qu'on est un peu plus serré en fait. Il faudra peut-être qu'on revoie. Alors maintenant, il est possible aussi que dans les semaines qui viennent, on nous demande de retourner dans la salle des fêtes. Tout dépend des circonstances. En tout cas, en ce qui concerne la salle du conseil municipal, dans une condition de fonctionnement normal, maintenant, elle se fera ici, et non pas à côté. Sauf si c'est la salle des fêtes autrement. Voilà. Donc, on vous demande, dans le cadre de cette délibération, donc d'approuver le transfert de la salle du conseil municipal pour les séances dans la salle qu'on appelle maintenant ici la salle des assemblées, et de préciser que cette planification sera explicitement mentionnée sur les convocations aux conseils municipaux et fera l'objet d'une information auprès de la population par voie de presse, affichage et publication sur le site Internet. Et vous précisez que cette modification n'a aucun impact pour la célébration des mariages et que ceux-ci continueront bien sûr à se célébrer dans cette salle. Avez-vous des remarques à ce sujet ? Non, la salle est
est plus jolie que la précédente, plus grande, plus spacieuse. C'est plus agréable pour nous de voir des visages et non pas des nuques par rapport à la dernière fois ou l'autre salle. On est un petit peu à l'étroit, légèrement. Je ne sais pas comment on peut trouver une solution, peut-être reculer un petit peu, Alors, je ne sais pas. C'est ce qu'on envisageait cet après-midi, c'est peut-être se reculer, puis peut-être distancier légèrement les tables pour donner un peu d'espace s'il le faut. Ouais. Mais sinon, non, c'est très bien, merci. D'accord, très bien. Merci. Bon, on soumet donc ce changement de salle pour les réunions du conseil municipal à vos voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc votez à l'unanimité, je vous en remercie. Oui, on modifiera légèrement, parce que je vois qu'il y a quelques remarques, ne vous inquiétez pas. On verra ça. Bien, mais en fait, moi, ce que je voulais surtout, c'est qu'on puisse tous se voir. C'est plus sympa quand on est dans une salle de classe, c'est pas la même chose. Je trouve pas ça très bien. La deuxième délibération, approbation de l'étude de la dynamique commerciale et des potentiels de développement et de la demande de son cofinancement. Donc, vous savez qu'on est inscrit dans le dispositif de Petite Ville de demain. Ce programme constitue bien sûr un outil de relance au service des territoires et doit permettre la transformation, en tout cas la redynamisation de Luçon, notamment dans son cœur de ville, pour répondre aux enjeux actuels et aux enjeux futurs. Donc, on a diligenté pour cela une étude auprès de la Chambre de commerce et d'industrie de la Vendée. Cette étude est évaluée à 14 250 €. Et dans le cadre des petites villes de demain, on peut bénéficier d'un cofinancement à 50% par la Banque des Territoires. On a reçu le retour de la Banque des Territoires qui est favorable effectivement à valider ce cofinancement à 50%. Donc en fait, voilà, on vous demande d'approuver le projet d'étude de la dynamique commerciale et de m'autoriser à signer les documents relatifs à cette étude et également de solliciter bien sûr l'aide financière auprès de la Banque des Territoires. Alors je pense que vous avez dû prendre connaissance de la note d'étude concernant effectivement l'étude de la CCI. Alors on avait eu une étude qui avait été faite en 2015 au préalable et aujourd'hui, dans le cas des petites villes de demain, il nous semblait intéressant à nouveau d'avoir une étude, on va dire, pas complémentaire, mais surtout une étude différenciée pour vraiment s'appuyer sur les propositions commerciales de notre centre-ville et puis aussi sur les vacances et sur ce que sont les locaux commerciaux, leur vétusté, leur existence aujourd'hui, et pour nous permettre effectivement d'avoir après des objectifs de réhabilitation beaucoup plus à même d'être portés par la collectivité. Parce que quand vous n'avez pas une argumentation bien forgée, c'est toujours compliqué de pouvoir avoir après derrière des financements. Donc l'objectif, c'est bien sûr d'analyser le positionnement commercial de la ville, donc faire un état des lieux et son évolution. Analyser aussi à travers l'étude le comportement d'achat des ménages. Il y aura une étude sur leur comportement. Est-ce qu'ils vont plus en centre-ville, plutôt en périphérie? S'ils vont en périphérie, est-ce qu'ils viennent également en centre-ville? Enfin, ça va nous permettre de savoir si les flux sont intéressants ou pas. Souvenez-vous, lorsque la zone de la Belleville a été initiée, les personnes donc, de la Belleville nous faisaient savoir que les flux en fait, permettaient de figer les gens sur Luçon et que par là même, ils venaient sur le centre-ville. Bon, cette étude va nous le permettre. Elle ne nous le permettait pas auparavant. D'évoluer également dans une prospective, dans un horizon à plus de 10 ans, sur les opportunités de développement de l'offre commerciale. Donc ça sera intéressant. Et de formuler des préconisations sur le potentiel de développement de cette offre pour le commerce. En parallèle à cette étude, je vous l'informe, enfin vous avez dû le lire, il y a également aussi une petite étude, enfin une pré-étude, on va dire, qui va être faite concernant le pôle actuel de l'école du centre. C'est-à-dire qu'il y aura un questionnaire fait par la CCI auprès de certains habitants de Luçon. Ça va être certainement par du phoning, pour savoir comment est-ce qu'ils verraient effectivement à la place de l'école du centre, qu'est-ce qu'ils y verraient éventuellement, comment est-ce qu'ils voient ce quartier dans les années qui viennent. Alors attention, c'est juste
pour avoir une sensibilité déjà de certains Luçonnais. Bien évidemment, comme on l'avait annoncé dans le cadre du mandat, dès l'année prochaine, on fera bien sûr une étude beaucoup plus approfondie sur que veulent les Luçonnais sur ce site, hein. Qu'est-ce qu'ils veulent y faire, qu'est-ce qu'ils veulent y voir, comment est-ce qu'ils voient reconstruire un petit peu sur ce quartier une offre, qu'elle soit commerciale, d'habitation ou peut-être même de loisirs avec des choses arborées ou pas. Enfin, donc ça sera intéressant d'avoir vraiment une étude approfondie donc, dans ce domaine-là. Donc ça va être en parallèle effectivement à la première analyse donc, de la CCI. Ça nous permettra déjà d'avoir un petit regard qui sera toujours intéressant de faire valoir. Le rendu de l'étude sera fait pour le mois de février, normalement. Donc, à partir de là, effectivement, on pourra vraiment ensuite lancer des démarches dans le cadre de Petite Ville de demain pour faire en sorte que notre centre-ville se redynamise fortement. Voilà. Est-ce que vous avez des remarques concernant cette étude ? Pas concernant l'étude, mais concernant la présentation qui a été faite ici, dans cette salle, il y a 14 jours de mémoire. Il avait été dit, si je me rappelle bien, qu'on aurait par mail le diaporama. Vous ne l'avez pas eu ? Mais non, mais aussi l'invitation à s'inscrire dans les différents différentes thématiques ou différents pôles, en tout cas, de réflexion. On n'a pas reçu encore. Alors, je ne sais pas si c'est normal ou pas normal, s'il y a un petit délai. Peut-être que pardon, ça doit être en cours. Je pense que Stéphanie Muller, donc la chargée de projet, n'est pas encore dans cette démarche, hein, mais elle va le faire elle l'avait dit, parce que ce sera en début d'année, je pense. Hein. L'atelier sera en début d'année. Donc elle va le faire. Bon, on le note là, de façon à vous envoyer quand même déjà au moins le diaporama et puis dans quelle thématique vous voulez vous projeter. Hein. Ouais. Donc ça va être fait rapidement. Ouais. On va le noter, puis comme ça on vous répond très très vite. Voilà. Avez-vous d'autres remarques ? Non ? Très bien. Écoutez, bon, ce qu'on vous demande, donc, c'est d'approuver le projet d'étude sur la dynamique commerciale et les potentiels de développement, d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à cette étude et de m'autoriser bien sûr à solliciter l'aide financière auprès de la Banque des Territoires et de dire que tous les crédits sont inscrits au budget 2021. Je le soumets à votre vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc votez à l'unanimité, je vous en remercie. Ensuite, la troisième délibération, c'est sur le budget principal. C'est la deuxième décision modificative. Bon, Arnaud Charpentier étant excusé ce soir, c'est moi qui vais vous présenter cette délibération. Bon, elle est très simple, hein, en fait, dans le cadre du 012, hein, du chapitre 012, dans les charges de personnel du budget de la commune, il nous faut donc abonder quelques crédits sur la fin de l'année. Donc c'est pour une valeur de 15 000 € afin donc de pouvoir prendre en charge la gestion du centre des vaccinations, hein, avant de pouvoir être remboursé dans les mois qui viennent, parce que c'est toujours un remboursement après coup. Le rachat également des jours de compte épargne-temps, et puis le recrutement de saisonniers supplémentaires. Hein. Donc voilà. Alors dans les dépenses, au chapitre 12 bien sûr, mais article 64-131, on propose donc d'ajouter 10 000 €. Et au chapitre, à l'article 6488, 5 000 €. Donc ce sont pour les autres charges de personnel. Et en recette, bien sûr, au chapitre 73, d'abonder le 7381, donc de plus 15 000 € sur la taxe additionnelle au droit de mutation. Voilà le contenu donc de cette délibération. Avez-vous des remarques particulières ? Oui, il y a eu l'échange en commission finance. Oui. Très bien, merci bien. Donc je soumets à votre vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc votez à l'unanimité. Je vous en remercie. La quatrième délibération, c'est l'exonération partielle des droits de place. Je laisse la parole à Yveline Thibault. Merci, Monsieur le maire. Donc, ça concerne, comme chaque année, la délibération sur les... Cette fois-ci, en fait, c'est pour procéder à une exonération, puisqu'en fait, vous n'êtes pas sans savoir que cette année a été quand même une année compliquée pour les commerçants. On estime qu'il est intéressant qu'on puisse les aider en diminuant de moitié le paiement de cette taxe des droits de place pour ceux qui ont le stationnement ou terrasses, panneaux, flammes publicitaires.
Donc, à votre gouverne, en fait, cela représente, cette exonération de 50%, représente une perte, en fait, de 5 000 € pour la collectivité, en fait. Mais... Voilà, mais c'est-à-dire qu'en fait, voilà, ça compense peut-être des gains qu'ils n'ont pas eus. Et donc, vu l'avis favorable de la commission de finances du 15 novembre 2021 et ayant entendu mon rapport, l'exposé de mon rapport, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la réduction de moitié du montant des droits de place pour les commerçants titulaires d'un permis de stationnement au titre de l'année 2021. Y a-t-il des questions par rapport à ça ? Vous pouvez procéder au vote, monsieur le maire. Oui, donc on le soumet à votre vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Voté à l'unanimité, je vous en remercie. Donc la 5e délibération, c'est une convention de participation financière de la communauté de communes, donc Sud-Vendée Littoral, pour le programme Être et Apprendre, donc pour les actions sportives en milieu scolaire. Donc je laisse François Edvin nous la présenter. Merci, monsieur le maire. Donc, je vous fais grâce des différents codes. Cependant, considérant l'intérêt de mettre à disposition des éducateurs sportifs pour la mise en œuvre des programmes scolaires obligatoires d'éducation physique et sportive dans les écoles publiques et privées, afin d'apporter une compétence technique complémentaire à la compétence pédagogique des enseignants, considérant que la communauté de communes Sud-Vendée Littoral souhaite, dans le cadre de son programme Être et Apprendre, soutenir la vie dans les actions sportives éducatives en milieu scolaire, vu l'avis favorable de la commission des finances du 15 novembre 2021, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve les termes de la convention du programme Être et Apprendre pour l'année scolaire 2021-2022 et autorise monsieur le maire ou moi-même, adjoint au maire, à signer la convention de coopération entre la communauté de communes Sud-Vendée Littoral et la ville de Luçon pour les interventions en milieu scolaire, activité EPS. Donc je pense que chacun a pris connaissance de cette convention. Donc c'est un soutien qui est non négligeable, donc de 2 500 € de la communauté de communes. Ça correspond en fait à des interventions sur 10 classes à raison de cycles de 10 séances d'1 heure à 25 €. Voilà. Je pense que vous avez vu, ça concerne donc 4 pour l'école Sainte-Famille, 4 centres et 2 Jean Moulin. Après, au-delà de ça, ça reste, donc j'ai dit un soutien non négligeable, mais il faut savoir que Isabelle et Mickaël interviennent pour la ville de Luçon à raison de 20 heures par semaine dans les écoles, et il y a plus de 24 classes qui en bénéficient actuellement. Donc, on va dire que les interventions de la ville vont bien au-delà du soutien de la communauté de communes. Voilà. Si je précisais aussi que, bien entendu, comme il a été dit dans les délibérations, c'est en accord, il y a un agrément qui est donné donc, par l'Éducation nationale. Et sur les activités donc, qui sont enseignées, il y a le parcours gymnique, de l'athlétisme, de l'opposition, du badminton, de l'orientation et du sport collectif. Voilà, pour être plus précis. Très bien. Des remarques Pardon ? Oui, c'est vrai, hein, on la passe régulièrement. Merci. Bon, je la soumets à votre vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, voté à l'unanimité. Je vous en remercie. La 6e délibération, donc là, c'est pareil, c'est une délibération qu'on prend régulièrement, mais qui souvent se sujette effectivement à discussion, et c'est bien normal. C'est la convention de partenariat avec l'OGEC, donc l'organisme de gestion des écoles catholiques de Luçon. Je laisse Fabienne Parpaillon nous la présenter. Merci, monsieur le maire. Vu le Code de l'éducation et notamment son article L 442 alinéa 5 qui dispose que les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. Considérant que l'école de la Sainte Famille a conclu un contrat d'association avec l'État, la commune doit verser un forfait communal pour les classes maternelles et élémentaires. Le montant de la subvention est calculé sur la base des dépenses obligatoires de fonctionnement des écoles élémentaires et des écoles maternelles. Pour l'année scolaire 2020-2021, le montant voté par élève luçonnais était de 787 € pour un effectif de 1212 élèves luçonnais. Compte tenu du coût par élève en école publique, il est proposé de reconduire ce montant pour l'année scolaire 2021-2022 pour un effectif de 212 élèves recensés à la rentrée 2020-2021, soit un effectif de l'année N-1.
Vu l'avis favorable avec 2 abstentions de la Commission des finances du 15 novembre 2021, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la convention de partenariat avec l'OGEC pour l'année scolaire 2021-2022 pour la participation aux dépenses de fonctionnement de l'école privée catholique de Luçon. Autorise Monsieur le maire à signer la convention jointe en annexe avec l'OGEC de l'école sur la base de 787 € par enfant luçonnais, adopte la participation globale pour les élèves de l'école de la Sainte-Famille pour un montant de 787 € multiplié par 1212 élèves, soit 166 844 €, dit que les crédits seront inscrits au budget 2022. Autorise Monsieur le maire à mandater les sommes suivant l'échéancier précisé dans la convention, à savoir le premier acompte de 50% avant le 1er février 2022, soit 83 422 €, le solde avant le 15 avril 2022, soit 83 422. Une petite précision, il s'agit de 67 maternelles et de 145 élémentaires, ce qui ramène au chiffre de 1212 élèves luçonnais. Oui, bien sûr, ça amène des remarques de notre part. On a déjà échangé en commission finance et voilà, je suis assez dubitatif de ce montant. Le principe d'équité entre l'enseignement privé et l'enseignement public ne peut être respecté si on ne refait pas les calculs année après année. Donc là, la dépense, elle n'est, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a dit 2012, donc c'est la somme des dépenses en 2012 et le chiffre par lequel ou le nombre par lequel est divisé ce montant-là, c'est le nombre d'effectifs de 2013. Et c'est là-dessus qu'on ne peut pas trouver tous les ans la même dépense, le même nombre. Donc je ne comprends pas. J'espère qu'on va délibérer. Il faut que vous nous expliquiez pourquoi on divise par 473 enfants alors que cette année, il n'y a que 323 élèves dans le public. C'est ça qui nous pose problème. On a les mêmes dépenses. Alors vous avez décidé de fixer les mêmes dépenses depuis 2012, ce qui est peu concevable. On en a parlé. Je pense que l'école du centre est devenue une vraie passoire thermique. Donc les dépenses ont dû certainement augmenter. Il y a peut-être eu moins de dépenses dans un autre sens. Mais pourquoi continue-t-on à diviser par 473 c'est l'effectif en 2013 ? C'est ça qui nous perturbe. Pourquoi 473 ? Tout simplement parce qu'on est, c'est ce que on l'a bien dit, on est parti sur cette base en 2012 et depuis donc ce sont les chiffres qui ont été convenus avec l'OGEC, parce que voilà, aujourd'hui le coût à l'élève, le coût à l'élève est bien plus important que ça, malheureusement, enfin bien heureusement pour eux parce que ils ont besoin effectivement dans les écoles d'avoir toutes les aisances, le confort nécessaire pour pouvoir œuvrer. Vis-à-vis de l'OGEC, on est parti sur cette base-là. Et cette notion de 787 €, c'est effectivement le chiffre partant de 372 000 € coût école publique de l'époque, divisé par les effectifs de l'époque qui étaient 473. Comme on le précise, on l'a précise en commission finance et on le fera très prochainement, enfin on l'espère. Oui, ça sera fait. En 2025, on aura donc une année de fonctionnement global, complète sur la nouvelle école, enfin sur l'école lorsqu'elle sera donc dans le collège Bossière actuel. Donc là, on aura un coût effectivement de dépenses de fonctionnement qui sera beaucoup plus peaufin. Et à ce moment-là, on pourra faire à nouveau un ratio. Et là, on sera vraiment dans on va dire dans quelque chose de beaucoup plus approfondi. D'autant qu'en plus, sur l'école Sainte-Famille, il n'y aura plus qu'un seul site au lieu des deux. Donc là, ça nous permettra effectivement d'avoir quelque chose de beaucoup plus nuancé concernant les dépenses à l'élève. Voilà. L'article L442-5 du Code de l'éducation dit qu'on doit faire en sorte de donner la même somme par enfant. Là, donc, si je vous entends bien, on met en perspective, depuis 2012 jusqu'en 2025, sur 13 ans, on ne va pas du tout revoir ce tarif-là, entre guillemets, du coût de l'enfant. Et c'est ça qui nous pose question. 13 ans, sans remettre à jour ces données, ça me paraît trop. Ça serait 2-3 ans, on pourrait l'entendre.
Mais sur 13 ans, il y a certainement des évolutions. Et là, on ne colle pas à la réalité. C'est ça qui est embêtant. Mais en même temps, le GEC, donc, le GEC, c'est l'enseignement, c'est un enseignement privé. Hein. On ne va pas donner beaucoup plus qu'ils n'en ont besoin. Aujourd'hui, c'est par rapport à leur fonctionnement. Ils ont donc, je coupe la parole. C'est pas une histoire de besoin. C'est-à-dire que c'est la loi qui nous dit qu'on doit donner le montant que coûte un enfant. Là, c'est pas ils ont trop, ils ont pas assez. C'est on doit leur donner tant. Et les calculs, c'est pas dire bon, on a bloqué 787 € pendant 13 ans, on fait comme ça. Non, là, la loi n'est pas respectée. Donc c'est pour ça que nous, on est vraiment embêtés. On ne peut pas voter pour cette délibération, mais dans la mesure où là, on s'assoit sur la loi. Mais pour autant, c'est comme une association, je veux dire. Une association, quand elle a, on va dire, quand elle a un budget qui lui est propre, on va pas abonder sans arrêt tous les ans des sommes, alors qu'elle n'en a pas forcément l'utilité. Une association qui a par exemple une chaussette de 50 000 € et qui me redemande l'année d'après 20 000 € parce qu'elle va avoir des besoins, alors que dans son fonctionnement dans l'année, elle va ne dépenser que 20 000 €, on va pas abonder. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait cette année, par exemple, pour le comité de la foire, pour le comité des fêtes, par exemple. On n'a pas financé de subvention, on n'a pas abondé en subvention du fait qu'il ne fonctionnait pas, parce qu'on ne va pas donner de l'argent systématiquement à des gens ou à des associations ou des organismes qui n'en ont pas forcément nécessité. Donc il faut qu'on reste dans une juste mesure. Aujourd'hui, le coût à l'élève, si on regardait les chiffres, parce que là on parle de 2013, effectivement, on serait à plus de 1 000 € par élève. Aujourd'hui, les besoins sont de 787 € et ils sont limités à ça. Contentons-nous-en, c'est ça. Hein, voilà, moi c'est ma façon de voir. Maintenant, si vous voulez si vous vouliez mettre 1 000 € par élève alors qu'il n'y a pas forcément nécessité du fait qu'il n'y a pas une demande supplémentaire, pourquoi y aller, franchement. Donc je répète, c'est pas une nécessité, c'est juste la loi. Ah, oui, c'est la loi. Moi, je ne veux pas donner 1 000 €, 2 000 €, 5 000 €. Je dis juste qu'il faudrait recalculer. Là, depuis 2012, on n'a pas refait le calcul. Moi, ça me pose question. On nous a dit on nous a dit pas à nous, mais à nos prédécesseurs, et donc M. Perrier à l'époque était aussi votre prédécesseur, que les calculs étaient faits chaque année. Mme Ruclot avait expliqué que c'était fait chaque année, et là on a la preuve que depuis 2013, ça n'a jamais été refait. Mais de toute façon, les preuves, il n'y a pas à dire on a la preuve, on le sait, depuis 2012 c'est comme ça. Nous on ne le savait pas. Donc, vous aviez maintenant on a les calculs, on sait comment c'est effectué. C'est ça. Et je répète, de bloquer un 787 €, c'est pas légal. On ne respecte pas la loi. Le principe d'équité n'est absolument pas respecté. Mais de toute façon, on s'est fixé cet objectif de 2025, une fois que l'école sera là-bas, pour effectivement tout rétablir. On ne veut rien casser dans l'immédiat parce qu'on est resté sur ce fonctionnement antérieur depuis 2013. Donc on va continuer jusqu'en 2025. Le fait justement d'avoir des nouvelles infrastructures va nous permettre de pouvoir faire un comparatif entre l'école... alors attention, sans être péjoratif, entre le fonctionnement de l'école publique et de l'école privée. Et à ce moment-là, on ajustera sans difficulté. Mais dans l'immédiat, moi, j'estime qu'on n'a pas cette obligation. Maintenant, la loi, effectivement, préconise des choses, comme toujours. Hein. Après, heureusement qu'on est encore maître de nos finances pour l'instant. Puis on n'a surtout pas fait de distinction. On a toujours payé, que ce soit pour les maternelles et les élémentaires, du SONES. Hein. On n'était pas obligé non plus pour les maternelles. C'est que depuis 2020. Donc c'est vrai que l'un dans l'autre, on a quand même eu aussi le souci des élèves du SONES, qu'ils soient dans le privé. Oui, c'est bon, puisqu'on dit les choses, on y va. Mais normalement, les maternelles, on n'était pas obligé d'abonder. On l'a fait pour les maternelles. Donc, je veux dire, voilà, c'est encore... par contre, ça, c'est pas dans la loi. Dans la loi, il n'est pas dit qu'on doit abonder pour les maternelles, alors qu'on l'a fait. Voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans cette démarche avec le GEC. Ça leur convient, ça nous convient. Je pense que... Voilà. Bien sûr. Non, mais on peut effectivement, on peut comprendre votre étonnement, mais comme ça fonctionne comme ça, on préfère continuer. Voilà. Je n'ai peut-être pas répondu totalement à vos attentes, mais aujourd'hui, on est dans cette démarche et ils l'acceptent, donc c'est très bien. Bien. Y a-t-il d'autres remarques? Non. Eh bien, écoutez, je vais soumettre à votre vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Donc ça fait 5 abstentions.
Je vous en remercie. Alors, ensuite, la 7e délibération, donc avenant à la Convention territoriale globale et bonus territoire avec la Caisse d'allocation familiale. Donc c'est pour le relais d'assistance maternelle. Donc c'est Olivia qui devait présenter cette délibération. Bon, étant absente et souffrante, je vais donc prendre la main. Donc la Convention territoriale globale est un contrat d'objectifs et de cofinancement qui contribue au développement de l'accueil destiné aux enfants et aux jeunes jusqu'à 17 ans révolus. Il y a eu donc un avenant. Alors là, c'est un partenariat avec la CAF. Donc il y a un avenant à la convention qui a été conclu entre le 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2023 qui donne droit à ce qu'on appelle un bonus territoire. Donc cet avenant, en fait, il précise simplement ce bonus territoire qui vient combler, se rajouter, disons, dans le cadre de la Convention territoriale globale. Voilà, considérant que le relais d'assistance maternelle est un lieu de rencontre, d'information, d'échange pour les assistantes maternelles, les enfants et leurs parents. Donc vous avez normalement en annexe 3 l'avenant à la Convention. Je pense que vous l'avez lu. Il est assez succinct. Il précise simplement ce que je viens de vous relater. C'est le fait que ce contrat territorial global il est ajouté un bonus territoire. Donc on vous demande d'approuver les termes de l'avenant à la Convention territoriale globale et le bonus territoire et d'autoriser moi-même ou Madame Olivia Bertrand, adjointe au maire, à signer l'avenant à la Convention. Avez-vous des remarques ? Non, il n'y a rien de très spécifique. Donc je le soumets à votre vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous en remercie. Votez à l'unanimité. La 8e délibération, c'est le partenariat entre la commune de Luçon et l'association du comité des fêtes pour l'organisation du marché de Noël. Donc là, c'est pareil. Donc c'est la convention qui lie la collectivité avec le marché de Noël et qui précise pour chacun donc ce qu'il doit faire en fait, quels sont leurs engagements. Vous l'avez dans l'annexe où il est précisé que la commune prend en charge donc dans le cadre de l'animation urbaine l'encaissement des artisans sur les stands, la sonorisation avec les prestataires, le gardiennage du site la nuit, les équipements, les locations des chalets, tout ça, des structures, l'animation, l'hébergement et les repas pour les catering pour les artistes, les reversements de la SACEM, l'élaboration du plan de marché de Noël, la salle des fêtes pour le repas des exposants du samedi soir et l'état des lieux des stands. Voilà. Et il y a également tout ce qui est branchement, annexe et puis, décoration par les services techniques et les espaces verts. Et puis après, il y a le rôle et l'engagement, bien sûr, du comité des fêtes qui, lui, de son côté, doit prendre en charge tout ce qui est soutien et mise en place auprès des artisans, respecter, bien sûr, le règlement intérieur, mais mettre en place des animations qui lui sont propres. Organise également le Téléthon en parallèle avec... c'est Marie-Laure qui fait... L'année dernière, d'accord. C'est exclusivement le comité des fêtes qui organise le Téléthon cette année, d'accord. Et puis organise également quelques petites choses annexes. Voilà, c'est cette convention qui nous lie à eux est très simple. Donc le marché de Noël, on le reprécise, a lieu donc cette année le 4 décembre de 10h à 19h et le 5 décembre de 10h à 19h également. Dans ce marché de Noël, il y aura donc 75 exposants qui sont essentiellement situés sur la place Leclerc. Il y aura des animations tout au long des 2 jours avec bien sûr aussi le Téléthon en parallèle. Et puis dans le centre-ville, il y aura des animations qui seront faites par la CAP également, qui a prévu donc des choses avec des déambulations dans la rue, dans les rues principales du centre-ville. Nous terminerons le dimanche soir par un spectacle devant la cathédrale pour marquer les 25 ans du marché de Noël, avec également déambulation, en espérant qu'effectivement tout puisse se faire dans les conditions normales. Les rues de Luçon seront piétonnes pour ce faire, et il y aura donc l'accès au marché de Noël sur la place Leclerc devra impérativement être autorisé avec le pass sanitaire et puis le masque porté sur soi. Voilà. Avez-vous des remarques particulières concernant cette délibération ?
Oui, Oui. vous avez dit les rues de Luçon seront piétonnes. Alors, j'imagine qu'elles ne sont pas toutes piétonnes, ça serait pas mal. Non, C'est non, toutes piétonnes, on est d'accord. les rues du centre-ville. Ouais, Hein. on est d'accord. La rue Georges Clémenceau, la rue de Gaulle sur une partie, et puis autour de la place Leclerc. Hein, Ouais, on avait échangé là-dessus. C'est pour ça que je voulais préciser que c'est pas. Oui, bien sûr. Les voitures sont Oui, pas les interdites à rues du Luçon. centre-ville. Non, j'espère qu'on aura le droit au marché de Noël cette année. Là, c'est un petit peu inquiétant, hein, pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure. Sur le nombre de cas positifs à Luçon, non, j'espère qu'on ne va pas être cloîtré chez nous, cloisonné, et qu'on va pouvoir aller voir les familles un peu partout. Donc j'espère qu'on aura le droit au marché de Noël cette année. Merci. Oui, on l'espère tous. Bien, voilà. Y a-t-il d'autres remarques sur le marché de Noël ou des précisions à apporter? C'est bon. Très bien. Écoutez, je vais soumettre à votre vote cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Voilà. Donc voté à l'unanimité. Je vous en remercie. La 9e délibération, c'est l'instauration du taux de 5% de la part communale de la taxe d'aménagement pour certains secteurs de la ville, notamment la vallée Véron, la route de Champagny et le chemin du Petit Faugeroux. Je laisse Denis Lesage nous présenter cette délibération. Merci, Monsieur le maire. Alors, effectivement, sans transition par rapport au marché de Noël, il s'agit de l'instauration d'un taux de 5% pour la part communale de la taxe d'aménagement sur certains secteurs de la commune. Donc, sont visés donc, le Code des collectivités territoriales, le Code de l'urbanisme et la délibération de la ville de Luçon, donc instituant le 14 novembre 2014 la taxe d'aménagement sur le territoire communal. Considérant que l'article précité du Code de l'urbanisme prévoit que les communes peuvent fixer des taux différents dans une fourchette comprise entre 1 et 5% selon les aménagements et à réaliser par secteur de leur territoire. Considérant les investissements futurs à conduire et à mettre en œuvre donc, pour plusieurs secteurs de la commune en développant, vu l'avis favorable de la commission de l'urbanisme du 10 novembre, vu l'avis favorable de la commission des finances du 15 novembre, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, donc le conseil municipal est amené à se prononcer sur l'institution donc, de ce taux de taxe d'aménagement communal à hauteur de 5% pour les secteurs donc, de la vallée Véron, de la route de Champagny et du chemin du Petit Faugeroux, et de reporter donc, la délimitation de ces secteurs dans les annexes du plan local d'urbanisme à titre d'information. La présente délibération donc, est accompagnée du plan qui délimite les secteurs définis et visés par ce taux différencié de taxe d'aménagement. Pour vous en faire l'explication qui a été présentée déjà dans les différentes commissions, donc il s'agit pour ces 3 secteurs qui devront faire l'objet d'investissements assez importants de la part de la ville en matière de voirie et d'aménagement urbain. Ce sont 3 secteurs en développement, donc d'un taux de taxe d'aménagement différencié permettant de financer donc, ces 10 aménagements sans majorer la taxe d'aménagement pour le reste de la commune. Voilà donc ce besoin de financement qui induit l'évolution de la taxe d'aménagement pour ces secteurs, et uniquement ces secteurs, bien évidemment. Alors, nous avions échangé et en commission urbain Ouais. et en commission finance. C'est bon, pas de souci. Très bien, merci. Bien, donc, concernant cette taxe d'aménagement, je le soumets à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, voté à l'unanimité, on vous en remercie. La 10e délibération, c'est l'instauration d'une redevance pour l'occupation provisoire du domaine par les chantiers de travaux sur les ouvrages et les réseaux donc, publics de distribution de gaz. Donc, Denis. Merci, monsieur le maire. Donc, c'est une redevance dite RODP. On a l'habitude maintenant d'en passer régulièrement. Là, c'est pour l'occupation provisoire, donc liée aux travaux sur les réseaux publics de distribution de gaz. Vous en connaissez le principe, je ne vais pas vous la lire in extenso. La méthode donc, d'assujettissement à cette redevance est toujours la même. La participation est proportionnelle, donc à hauteur de 0,35 fois le linéaire de réseau concerné par les travaux. Voilà. Donc, il s'agit là aussi de la bonne gestion donc, de ces travaux et des différentes interventions des gestionnaires. En l'occurrence, pour celle-ci, le gestionnaire de gaz. Et donc, cette délibération va permettre à la commune de fixer cette redevance. L'occupant du domaine donc concerné communique la longueur totale des canalisations construites
et renouvelée sur le territoire de la commune et mise en gaz au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due. Donc là aussi, nous en avons parlé en commission urbanisme et finances, vu l'avis favorable de la commission urbanisme du 10 novembre, de celle des finances du 15 novembre, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal est invité à adopter donc les dispositions qui lui sont faites concernant la redevance d'occupation du domaine public pour l'occupation provisoire de son domaine par les chantiers de travaux sur les réseaux et ouvrages donc des réseaux publics de distribution de gaz, dites RODP provisoires. Voilà, ce sont quelques centaines d'euros par an, mais qui sont reconduits annuellement et qui permettent aussi de financer les frais de suivi des chantiers par nos services, par les services municipaux, puisque chaque chantier génère des demandes d'autorisation, bien sûr une surveillance, de la bonne réfection des rues et de la bonne réalisation des travaux, et puis également, cela comporte aussi des nuisances pour les riverains, mais en tout cas couvrir les charges de fonctionnement pour les services techniques notamment. Voilà, si vous avez des questions. Y a-t-il des questions? Non. Ça avait été évoqué bien sûr en commission, donc c'est très bien. Merci en tout cas. Donc on va le soumettre à votre vote qui est donc contre cette instauration de redevance, qui s'abstient. Donc voté à l'unanimité, je vous en remercie. La 11e délibération, c'est l'aide à l'amélioration de l'habitat et du commerce. Donc Denis. Merci Monsieur le maire. Donc après la perception de redevance, la redistribution de redevance sous forme d'aide à l'amélioration de l'habitat et du commerce. Donc il s'agit, pour contextualiser, d'une révision d'une délibération qui existe sur Luçon donc depuis les années 2000, et la dernière en date dans sa version actuelle jusqu'à présent date du 30 octobre 2006. Donc c'est une délibération qui existait depuis 2006 pour aider l'amélioration, la rénovation des façades, des huisseries, des toitures en secteur dit anciennement ZPPUP et maintenant SPR. C'est une délibération qui fonctionne bien. Nous avons chaque année 5 à 8 dossiers d'aide et des aides qui peuvent aller jusqu'à 2 000 €. Il est proposé donc au travers de cette nouvelle délibération l'extension de cette aide à la rénovation des façades et des menuiseries et des toitures donc pour les commerces, c'est-à-dire les devantures de commerce, tous les habillages des commerces de centre-ville notamment, ou en zone SPR, ou dans ce qu'on appelle le périmètre, le rayon de 500 mètres autour d'un monument classé historique et visible d'un lieu public. Donc c'est une délibération qui permettra au conseil municipal d'aider et de soutenir financièrement les commerçants dans leur rénovation de façades commerciales. Donc c'est une aide qui peut être importante, intéressante pour les commerçants. Je ne vais pas vous la lire in extenso. L'objectif, bien évidemment, c'est la défense de notre patrimoine. Vous pouvez observer que la coquille, pour ceux qui étaient présents en commission, a été corrigée. Voilà, ça a été fait. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des travaux donc, qui sont éligibles, bien évidemment. La maçonnerie en pierre de taille, les menuiseries extérieures, dont celles habillant les façades, notamment pour les commerces, charpente, couverture, zinguerie, peinture des menuiseries, si elle est accompagnée d'autres travaux. Alors, l'éligibilité est ouverte aux immeubles situés à l'intérieur du périmètre de la zone SPR, ou alors on a ajouté, parce qu'il y avait un manque, c'est-à-dire certaines habitations n'étaient pas éligibles parce qu'elles n'étaient pas directement en SPR. Et donc elles avaient les contraintes de la SPR tout en n'ayant pas les aides liées à cette SPR, donc cette zone site patrimonial remarquable. Et donc on a ajouté donc l'éligibilité pour les Luçonnais, pour les maisons d'habitation et également pour les commerces, donc à l'intérieur du périmètre des zones de chalandise, donc d'un rayon de 500 mètres autour d'un monument classé historique et visible d'un lieu public. Donc, bien sûr, sont exclus les simples opérations d'entretien normal et régulier. Sont exclus également
notamment en relation avec les commerces, tout ce qui est support d'enseigne ou de marque, les panneaux de signalisation, les vitrines de commerce et toute opération non mentionnée premièrement. Puisqu'en fait, effectivement, un commerce qui changerait de nom ne se verra pas autorisé à financer ou à être aidé par la ville pour un changement de marque ou d'enseigne. Donc ce qu'on aide, c'est vraiment la façade, c'est ce qui reste sur l'immeuble, sur le bâtiment. Voilà, les règles de financement restent les mêmes que précédemment. Une subvention de 10% des opérations donc, est plafonnée à 2 000 € TTC. Les dossiers seront toujours initiés, préparés et visés par un architecte donc mandaté par convention par la commune de Luçon. On peut dire également que les services de la DRAC, donc le service des ABF, participent aussi activement au conseil et à l'accompagnement des porteurs de projets de rénovation. Voilà, donc vu l'avis favorable de la commission d'urbanisme du 10 novembre, vu l'avis favorable de la commission des finances du 15 novembre, le conseil municipal est invité donc à délibérer et à autoriser monsieur le maire à signer la convention d'assistance architecturale avec un architecte et d'attribuer au dossier sélectionné une subvention donc de 10% maximum dans la limite également de 2 000 €. Voilà, et les dépenses seront inscrites au budget en cours ou à venir. On a un budget annuel qui est de l'ordre de 20 000 € sur ce sujet-là et qui va être monté de mémoire à 25 000 € dans les années à venir. Non, il y a tout un dossier à instruire. Il faut bien sûr déclarer effectivement en amont, puisqu'il y a tout un cahier des charges et différents visas donc, de l'architecte conseil et ou de la DRAC, donc des services des bâtiments de France. Donc il faut aussi prendre à l'avance, en amont, et bien faire valider tout le dossier. La fourniture des factures vient bien après, mais le dossier doit être validé en amont pour que le conseil municipal puisse délibérer sur l'attribution de la subvention. Au forum des services. Au forum des services, auprès des services, il faut prendre rendez-vous avec l'architecte conseil. Alors, là, il y a un architecte conseil qui se situe au service urbanisme, qui tient des permanences régulièrement. Alors là, on a appris d'ailleurs qu'elle quittait au mois de décembre. Là, il va y avoir peut-être un petit laps de temps où, enfin, les dossiers seront quand même étudiés par la DRAC. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a un architecte conseil qui est là et qui est rémunéré d'ailleurs pour ce service. Les permanences. Ce sont les vendredis matin et en alternance, c'est soit l'architecte conseil qui est conventionné avec la ville, Yves Nicolas, soit Vanessa Paskowski, donc des services de la DRAC. Donc c'est la personne de la DRAC qui va s'arrêter là. Qui sera certainement remplacée. Bon, il y a des gens à La Roche-sur-Yon, voilà. On a d'autres personnes en contact également, si besoin. Très bien. Y a-t-il des remarques, d'autres remarques? Non, c'est très bien. Écoutez, on va soumettre ces délibérations à votre vote pour l'aide à l'amélioration de l'habitat du commerce. C'est intéressant. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, voté à l'unanimité. Je vous en remercie. La délibération suivante, c'est une dénomination de rue, hein, très simple, mais Denis Lesage va vous la repréciser. Merci, monsieur le maire. Il s'agit donc d'une délibération qui est proposée au conseil municipal donc, pour répondre à la demande d'une entreprise luçonnaise, l'entreprise Funépro, qui est située donc chemin de Sébastopol, dans sa partie nord, c'est-à-dire au nord de la voie de contournement de Luçon. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, monsieur le maire rappelle à l'Assemblée que le chemin de Sébastopol a été séparé en deux parties donc, par la rocade appelée donc D949, dite contournement nord, ce qui n'est pas sans poser des difficultés donc d'adressage aux riverains, notamment pour les livraisons, le raccordement au réseau, etc. Considérant qu'il est nécessaire de renommer la portion du chemin de Sébastopol située en partie rurale, c'est-à-dire au nord de la voie de contournement, il est proposé, pour modifier le moins possible et changer le moins possible à la fois les habitudes et puis les adresses, donc de renommer ce tronçon-là chemin de Sébastopol Nord, donc la partie sud de la voie de contournement,
restera le chemin de Sébastopol, c'est-à-dire une dénomination inchangée. Et je pense que cette absence de changement sera contenter les Luçonnais qui habitent chemin de Sébastopol. Voilà, donc on a juste ajouté la partie nord, enfin le suffixe nord à la partie nord pour changer le moins possible et cependant trouver une solution pour Funépro. Vu l'avis favorable de la commission d'urbanisme du 10 novembre, le conseil municipal, après en avoir délibéré, nomme la partie nord du chemin de Sébastopol Nord et autorise monsieur le maire ou moi-même à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. Vous avez le plan en annexe 6. Est-ce que vous avez des questions ? Non, voilà, donc c'est pour bien distinguer les deux axes afin que les camions ne rentrent pas trop sur le centre-ville comme ça se fait. Puis parfois ils appellent, ils savent pas trop où ils sont comme ça, surtout pour aller sur l'entreprise Funépro. Voilà, très bien. Écoutez, on soumet cette délibération à votre vote. Qui est contre ? Qui s'abstient? Qui est pour? Et voilà. Merci. C'était pour savoir si tout le monde suivait. Votez à l'unanimité, je vous en remercie. Bien, la 13e délibération, c'est le rapport d'activité donc, de la communauté de communes suivant des littorales de l'année 2020. Donc ce rapport doit faire l'objet d'une communication. Et donc c'est ce qu'on va faire. Je vais vous décrire donc ce rapport. Vous pourrez le suivre en même temps si vous le souhaitez voilà, sur l'écran. Ce rapport que je vous décrirai assez rapidement quand même. Donc ça correspond à l'année 2020. Et à l'issue de ce rapport, on vous demandera, ce n'est pas un vote, c'est simplement de prendre acte que le rapport a bien été transmis auprès donc, du conseil municipal. Et vous n'hésiterez pas si vous avez des questions à poser, ou le débat pourra s'instaurer bien évidemment. Tout d'abord, vous rappeler quelques chiffres clés. Communauté de communes suivant les littorales, bien sûr, c'est 44 communes, 56 340 habitants, à peu près. Et puis, c'est une superficie quand même de 950 km². Donc, une grande communauté de communes, la plus grande communauté de communes, en tout cas, sur la Vendée, que ce soit donc en commune. Bien. Après, cette communauté de communes, vous le voyez comme vous voyez sur la carte ici, donc elle a beaucoup d'infrastructures qui sont réparties sur tout son territoire. Il y a quand même 13 maisons, 13 structures d'accueil d'enfance. Il y a une maison de France Service, une zone de loisirs, 5 maisons de santé, 5 EHPAD, une cuisine centrale, 8 centres d'information tourisme, 2 centres aquatiques, celui de Luçon et de la Tranche-sur-Mer, 6 médiathèques, une bibliothèque de plage, 4 sites sur d'écoles de musique, sachant que le site principal, celui de Luçon, un théâtre de verdure donc, qui est à Chaillé-les-Marais, un espace culturel à Saint-Michel-en-Lerme, 3 salles omnisports et 11 déchetteries. Les compétences de la communauté de communes, vous les connaissez tous, mais on peut vite on les retrace rapidement. L'économie, l'emploi, l'environnement, le cadre de vie, l'enfance-jeunesse, l'aménagement du territoire et le logement social, les équipements d'intérêt communautaire, l'action sociale et la culture et le patrimoine. Donc ces compétences donc, sont définies ont été définies dans le cadre d'un projet de territoire. Dans cette démarche, nous avons donc 72 conseillers communautaires, à l'intérieur desquels il y a 15 vice-présidents qui ont été nommés. Et puis, donc ces 15 vice-présidents ont chacun en charge une commission thématique. Vous avez donc les finances, le développement économique, l'aménagement numérique, les affaires sociales, santé et seniors, l'aménagement du territoire, le tourisme, l'environnement, l'eau, la GEMAPI et le SPANC, l'habitat, les énergies renouvelables, les métiers de la pêche et de l'agriculture, la mobilité, les équipements sportifs et les centres aquatiques, la politique des déchets, la lecture publique, la culture et l'école de musique, les patrimoines, bâtiments, espaces verts et voiries, mutualisation et enfance-jeunesse. Donc 15 commissions qui fonctionnent au gré donc, des avancées, des travaux donc, dans chaque commission. Pour cette année 2020, donc, il y a eu quand même, en 2020, il y a eu 254 délibérations de prise, 25 réunions de bureaux communautaires, 9 conseils communautaires et 273 décisions. Au sein donc, de la communauté de communes, nous avons également un conseil de développement. Donc, c'est une instance représentative donc, des personnes publiques
très intéressante, composée de 70 membres et de 5 commissions. En 2020, ils ont travaillé sur pas mal de dossiers, notamment ils nous ont aidés dans le cadre du SCOT avec leur analyse, qui est toujours assez fine, donc notamment dans le projet d'aménagement et de développement durable, ce qu'on appelle le PADD. Et ils ont prescrit quand même 160 documents pour nous aider donc dans la prise de décision. Donc ils sont très actifs également dans le cadre de la santé et de l'action sociale. Et ils font un travail important sur sur la direction des services publics, les fragilités. Voilà. Concernant les finances, la communauté de communes Sud-Vendée Littoral comporte donc 7 budgets, un budget principal et annexes. Dans les budgets annexes, vous avez ce qu'on appelle le SPANC, également les déchets ménagers, les ateliers relais et la pépinière d'entreprise, les zones d'activité économique, bien sûr les lotissements du Vendéopole et puis la station d'épuration du Vendéopole. Le budget général donc, de la communauté de communes avec tous les budgets annexes confondus, c'est quand même, c'était en 2020 une dépense donc, de 64 752 000 euros pour une recette de 66 855 000 euros environ. En 2020, la capacité d'autofinancement de la communauté de communes s'est élevée à 2 317 000 euros environ, contre 2 500 000 euros l'année précédente, avec donc une baisse d'environ 7,40%. Le remboursement de la dette au 31 décembre 2020, il était important parce que l'encours de la dette est quand même de 43 700 000 euros, soit 775 euros par habitant, tout budget confondu. Il y a eu 3 emprunts qui ont été faits. Il n'y a pas eu d'emprunt de fait en 2020. Par contre, il y a eu des refinancements qui ont été faits sur 3 emprunts. Un, donc, en 2020, pour 1 912 500 euros. Et 2, en 2021, pour 773 957 euros. Et un autre pour 773 957 euros. Et un pour 1 327 174 euros. Soit un total de 4 13 000 euros environ, et avec un gain attendu quand même de 259 000 euros. Ce qui reste quand même intéressant dans le cas des refinancements. La communauté de communes, comme je vous le disais tout de suite, n'a pas contracté de nouvel emprunt en 2020. Voilà. En 2020, il y a eu, dans le cadre de la commande publique, 97 marchés de passés, 38 marchés de travaux, de prestations, 23 marchés intellectuels donc pour les fournitures, et 34 marchés donc, pour les services relatifs aux techniques de l'information et de la communication. Les effectifs de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral en 2020, ils étaient les suivants. 272 agents permanents, dont 51 agents contractuels, répartis entre 114 hommes et 158 femmes. Il y a plus de femmes que d'hommes à la communauté de communes. Il y a eu 7 postes de créés en 2020, un responsable du service habitat, un responsable du service urbanisme, une assistante administrative RH, un chargé de communication, un contrôleur pour le SPANC, donc le service assainissement non collectif, et 2 chauffeurs poids lourds pour le pôle déchets. La moyenne d'âge des agents donc, de la communauté de communes en 2020 était de 42,5 ans. Dans le cadre des services communication de la communauté de communes, il y a eu bien sûr poursuite de l'harmonisation des supports, notamment, et puis un nouveau service de revue de presse qui est envoyé tous les jours. Alors je ne sais pas si vous le recevez, vous les élus communautaires. Les élus, les vice-présidents en tout cas, reçoivent la revue de presse tous les matins. C'est la revue de presse de Ouest France en fait, qui est envoyée. Et puis la communication, elle produit de plus en plus de documents. Comme on l'a dit, de toute façon, il y a eu un recrutement qui a été fait donc l'année dernière. Le service d'information donc de la communauté de communes, donc informatique, pardon. Quand je dis information, c'est le service informatique. Il a travaillé énormément sur la sécurisation des données et des réseaux pour protéger effectivement contre les cyberattaques. Il a travaillé beaucoup sur le déploiement également du SIG au niveau des services. Et puis, il s'attelle aujourd'hui à ce que la fibre optique soit déployée aussi sur les différents établissements de la communauté de communes.
Dans le cadre du développement économique, il y a eu quelques réponses qui ont été faites suite à la crise sanitaire. Hein, donc, les budgets aux entreprises, la communauté de communes a participé à 112 680 € au Fonds territorial résilience, aux côtés de la région des Pays de la Loire, afin de soutenir les entreprises durant la crise. L'accompagnement et le soutien économique de la communauté de communes s'est concrétisé en 2020 sur plusieurs plans. L'attribution notamment de 71 537 € de subventions à 11 entreprises pour les aider dans leurs projets d'investissement. La mobilisation également d'une enveloppe de 180 500 € de prêts a été accordée à 21 entreprises dans le cadre du Fonds territorial résilience. Le versement également d'un soutien de 50 135 € à la plateforme initiative Vendée Terre et Littoral pour l'octroi de 41 prêts d'honneur pour un montant total avec les autres partenaires de 292 000 € et donc la participation de 54 135 € de la communauté de communes. Donc voilà un petit peu dans le cadre du développement économique ce qui a été fait, sachant que 2020 était quand même une année plus ou moins morte concernant les ventes de foncier, notamment sur le Vendéopole et sur les entreprises, pour les entreprises. Cette année, par contre, je pense que le rapport sera très bénéfique. Dans le cadre de l'aménagement du territoire, donc le schéma de cohérence territoriale qui a été donc le 5 mars 2020, le conseil communautaire avait arrêté donc le projet de Scott, un résultat donc d'un travail qui avait été lancé en 2016 à l'époque par les 4 anciennes communautés de communes. L'objectif étant dans les 15 prochaines années d'avoir des orientations, des axes d'intervention en matière d'aménagement et de développement du territoire. Malheureusement, le SCOT donc, a été, comme vous le savez tous, il avait été retoqué par les services de l'État, hein, après avoir été soumis bien sûr aux avis des personnes publiques associées. Donc, à l'issue de ces consultations, on a remis le métier sur le... On dit le métier sur le... L'ouvrage sur le métier, pardon. On a remis l'ouvrage sur le métier, hein, notamment dans le cadre du foncier bâti, sur les logements, sur la densité, enfin... Tout ça, on l'a revu. Et aujourd'hui, donc, on est en phase donc, l'enquête publique avait été reportée. Hein, et aujourd'hui, donc, en 2021, on est en phase maintenant à nouveau d'approbation du SCOT. Et on pense on l'espère en tout cas, on va l'approuver en début d'année 2022. Hein, et puis ensuite, après, pour une approbation par le préfet donc, dans le courant de l'année. Voilà, donc il y a eu un gros travail de fait dans le cadre du SCOT, et en partenariat bien sûr avec... les personnes publiques associées, le CODEV et tous les services adéquats. Dans le cas des plans locaux d'urbanisme, hein, donc les PLU, il y a eu donc le deuxième arrêt de projet du PLUI de Saint-Hermine qui a été arrêté donc, en 2020. Et là, il est en phase donc, aujourd'hui. Donc, on va le finaliser. Hein, il devrait être approuvé enfin, hein, après donc, un deuxième arrêt donc, sur le périmètre de ces 12 communes. Il y a eu l'abandon de révision du PLU donc, sur la ville de Luçon à l'époque. On l'a bien fait, ça nous a permis aujourd'hui de voir aujourd'hui des projets qui peuvent enfin être présentés à nous. Parce que si nous avions continué cette procédure, on serait reparti sur des coûts en plus faramineux pour la communauté de communes, hein, et ce n'était pas forcément le but. Sachant que maintenant on part bien sûr avec un PLU à 44 qui va être prescrit au 1er janvier donc 2022. Il y a eu la modification également du PLU de La Faute-sur-Mer, hein, également le PADD donc, du PLU de Saint-Radégonde-des-Noyers, qui a été fait en 2020. Et là, on vient juste d'approuver le PLU de Saint-Radégonde la semaine dernière. Donc ça, c'est très bien encore aussi. Il y a eu le débat de PADD, donc, du projet de révision du PLU d'Emagny-Régnier. Et là, on est en phase aussi d'approbation actuellement. Et il y a eu aussi la modification donc, du PLU de Champagny-les-Marais, hein, donc la deuxième modification. Ouais, donc plein de travaux donc, sur les plans locaux d'urbanisme qui ont été engagés de façon à approuver ces plans locaux d'urbanisme en cette fin d'année principalement, pour ensuite, comme je vous le disais à l'instant, prescrire le PLUI à 44 au 1er janvier donc, 2022. Là, on va partir pour 6 années de travaux intenses. Je ne vous explique pas, on avait une réunion ce matin. Ça va être des réunions à n'en pas finir, à longueur de semaine.
donc pour les 6 années qui viennent, parce qu'un PLUI à 44, imaginez un petit peu, là on va à la parcelle, quoi, hein, donc c'est très 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 lourd. Mais bon, ça va donc s'engager donc très très rapidement. Voilà. Concernant la fibre optique sur la communauté de communes, donc Sud-Vendée littorale, le déploiement de la FTTH donc, se poursuit. Hein. Pour cette opération, bon, la communauté de communes quand même participe bien sûr à hauteur de 4 490 000 euros, donc près de 4 500 000 euros, hein, auprès donc avec le département pour la mise en place de la fibre optique sur le département de la Vendée. Dans le cas du tourisme, il y a eu des créations de balades qui ont été faites en 2020. Et puis, il y a eu la mise en place de l'application Baludique. Hein, je ne sais pas si vous connaissez, peut-être vos enfants s'en servent, qui est quand même intéressant, qui propose actuellement 10 balades donc, sur le secteur. Des balades numériques, bien sûr. En ce qui concerne les pistes pédestres cyclables, 9 sentiers ont été labellisés en 2020 hein, par la communauté de communes, enfin par la Fédération française de randonnée pédestre, pardon. Et puis, il y a eu également des sentiers labellisés par ce qu'on appelle la Vendée Rando. À Chaillé-les-Marais, il y a eu un nouvel aménagement aussi, dit d'intérêt communautaire, qui a été fait par l'ancienne communauté de communes qui s'est concrétisée sur Chaillé-les-Marais. Concernant la saison culturelle de la communauté de communes, eh bien, il y a eu l'organisation de 7 semaines de stage et de 7 spectacles en tout et pour tout sur l'année 2020, parce que malheureusement, bien sûr, elle a été entrecoupée d'arrêts à cause de la pandémie. Par contre, les enfants ont quand même pu pratiquer le cirque et puis la musique et le théâtre, et voir aussi les artistes sur scène, donc dans le cadre de différents spectacles qui ont eu lieu. L'école de musique intercommunale et dans le cadre de la lecture publique, ça a été assez complexe hein, pour les différents services, parce que parfois il y avait des élèves, des fois il n'y en avait pas, et il a fallu s'adapter régulièrement. Ce qui a été intéressant quand même, c'est ce que nous disaient les professeurs de musique notamment, c'est qu'ils ont pu intervenir quand même en distance, en lien avec les élèves malgré tout. Les 2 centres aquatiques, donc celui de Luçon et de la Tranche-sur-Mer, donc Port-Océane et l'Onicéane, ont été très fortement également impactés par les mesures gouvernementales hein, qui ont imposé la fermeture partielle de centres aquatiques. Ce contexte a donné lieu, du fait de cette fermeture, en fait, les agents des piscines intercommunales avaient été redéployés en fait, dans les déchetteries. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand il y a eu la pandémie, on les voyait, ils étaient à l'entrée souvent pour vérifier à ce que les gens aient bien leur masque, etc. Ou les chargements pour les diriger. Donc il y a eu un redéploiement des agents, donc du mois d'avril jusqu'à la fin juin, principalement. Le RAM, donc le relais d'assistance maternelle, a fonctionné. Sur les 9 communes qui sont impactées par le RAM, donc sur la communauté de communes Sud-Vendée littorale. Il y a eu des matinées d'éveil qui ont continué à fonctionner, comme d'habitude. Il y a eu beaucoup de permanences téléphoniques qui ont eu lieu lorsqu'il y a eu le confinement, pour permettre aux parents d'obtenir soit des listes d'assistantes maternelles ou des renseignements pour eux-mêmes ou pour les autres, pour leur propre statut. Donc ça a quand même continué à fonctionner. Il y a eu des ateliers aussi d'éveil musicaux qui ont été mis en place. Il y a eu 10 séances. Des séances de motricité qui ont quand même continué. Il y en a eu 5. Et puis aussi des séances lecture. Voilà. En octobre, une animation dans le cadre de la semaine du goût pour les ateliers de chocolaterie de Foussé-Perret a rassemblé également des assistantes maternelles et aussi des enfants. Il y a eu, malgré tout, quelques activités. Les maisons de l'enfance de la communauté de communes, donc il y a la maison de l'enfance aujourd'hui, ça représente 33 agents. Il y a eu 193 enfants qui ont été accueillis en 2020. 104 sur Luçon et 84 sur Saint-Hermine. Vous savez, on a 2 maisons de l'enfance, soit en tout et pour tous 178 familles. Voilà. Elles ont subi malheureusement l'impact de la crise sanitaire, avec une fermeture entre 7 à 8 semaines et une baisse de fréquentation notable. Les accueils de loisirs dans la communauté de communes, il y en a 9 sans hébergement. Ils n'ont pas été épargnés eux non plus, malheureusement. Pour les chiffres parlent par eux-mêmes. En 2020, on a eu 19 995 journées, on va dire 20 000 journées enfants,
alors qu'en en 2020, donc 20 000 journées enfants, alors qu'en 2019, on en avait eu 28 500. Voilà. Les interventions en milieu scolaire, être et apprendre, on en parlait tout à l'heure, donc ont été déployées en 2020. Cette offre était proposée bien sûr aux élèves des classes de CP au CM2. Donc dans 7 domaines d'intervention, que ce soit la culture, l'environnement, la lecture publique, la musique, la prévention, le savoir nager, etc. Les interventions malheureusement se sont arrêtées aussi pendant une phase de la pandémie, donc en raison du confinement. Et en septembre, elles ont repris avec un protocole sanitaire adapté donc, en fonction de chaque discipline. L'action sociale sur la communauté de communes, eh bien, elle a pas mal œuvré parce que, bien sûr, il a fallu s'impliquer pour être auprès des personnes, notamment les aînés, parce qu'il y avait quand même, comme à Luçon, on l'avait pu le constater, des appels réguliers, des gens qui avaient besoin d'informations. Donc ça a été assez reconnu. Voilà. La communauté de communes également a permis, dans le cadre de ces actions, la distribution donc, de 182 200 masques. Au niveau des professionnels de santé, le territoire a bénéficié d'une offre de soins supplémentaire palliant le départ de médecins en retraite, généralistes. Et le centre Vendée Santé qui s'est installé à la maison de santé intercommunale de Saint-Hermine a été activé. Alors aujourd'hui, je ne sais pas s'il est toujours actif, par contre, je n'ai pas l'impression. Le centre de santé de Saint-Hermine. Oui, c'est en Pointillé, oui. Voilà. Par contre, en 2020, on a eu quand même la création des CPTS. Vous savez, la CPTS, la coordination donc, des territoires de santé, donc, qui a été créée sur le territoire et qui aujourd'hui œuvre énormément. Il nous accompagne, bien sûr, dans le cadre local de santé. Voilà. Concernant la prévention collective auprès des seniors, il y a un service à la communauté de communes qui s'occupe de ça. Donc 60 personnes ont pu participer à des réunions d'information thématiques et aussi et près de 90 personnes à certains ateliers. Concernant donc, alors les actions, c'est le soutien aux aidants, notamment sur les atteintes d'Alzheimer, ou l'adaptation d'un dispositif pendant la crise sanitaire. Voilà. Donc ils sont intervenus pour comme on le disait tout de suite, l'appel auprès des aidants et des personnes malades, et des ateliers également qui ont été mis en place concernant l'alimentation, la simulation de la mémoire, l'inclusion numérique, la lutte contre l'isolement. Le centre intercommunal d'action sociale, donc le CIAS, donc, il regroupe aujourd'hui 5 EHPAD sur le territoire. Il dispose donc de 343 places. Voilà. Donc le CIAS a bien œuvré en 2020. D'accord. Et dans le cadre des SIAS, il y a eu l'achat quand même de 30 000 masques qui a été fait par la communauté de communes pour la protection donc, des personnels. Il y a aussi un accompagnement administratif qui a été renforcé. Le SIAS a par ailleurs poursuivi l'élaboration de ce qu'on appelle le CEPOM, le contrat pluriannuel d'orientation, d'objectifs et de moyens. Maison France Service sur la communauté de communes, donc on a des maisons France Service. On en a une à Chaillé-les-Marais, pardon. Donc elle a été amputée d'une partie de son activité, malheureusement, entre le mois de mars et le 11 mai. Durant cette période, bien sûr, il y avait une permanence téléphonique quand même qui avait été mise en place pour renseigner, orienter, etc. Par contre, il y a eu des permanences itinérantes qui ont été activées sur les communes comme La Caillère-Saint-Hilaire, Mareuil-sur-Lay, Saint-Michel-en-Lerme. Enfin, elles ont été interrompues à un moment donné, mais par contre, après, elles ont repris à partir du mois de septembre. Voilà. À partir du mois de mai, les usagers ont pu à nouveau être accueillis donc, à Chaillé-les-Marais, donc dans la maison France Service. D'une manière générale, le nombre de contacts a diminué quand même de 28% par rapport à l'année 2019. Les principales demandes dans les maisons France Service, juste pour information, ce sont les demandes concernant les immatriculations de véhicules, les permis de conduire, l'utilisation des services numériques. Et puis après, c'est concernant effectivement plutôt des rémunérations type RSA, prime d'activité. Les gens viennent se renseigner. Dans le cadre du PCAET, donc le PCAET, Plan Climat-Énergie, donc la communauté de communes s'est lancée dans ce dispositif
Cette action rejoint bien sûr les missions environnementales et services publics de la protection des milieux. Donc il y a ce qu'on appelle le SPANC, le contrôle d'assainissement également, qui en fait partie, la collecte des déchets ménagers ou encore la gestion des milieux aquatiques, la prévention donc des inondations et la prévention des inondations, la GEMAPI, la lutte contre les espèces invasives, donc tout ce qui est ragondins et petites espèces animales comme ça, à travers donc le financement donc d'organismes et de syndicats. Le PCAET, lui, il est mis en place donc, pour 6 ans aujourd'hui. Donc, il est construit en collaboration avec des acteurs. Donc, il y a 4 phases dans ce PCAET. Ce qu'on appelle le diagnostic, la stratégie, le plan d'action, le suivi d'évaluation. Actuellement, on en est toujours donc, dans la phase de diagnostic. Dans le cadre de la gestion des milieux, donc, dans ce qu'on appelle la GEMAPI, gestion des milieux aquatiques, prévention des inondations. Il y a 2 syndicats aujourd'hui sur la communauté de communes qui sont diligentés pour y travailler. Donc c'est le syndicat mixte du Marais Poitevin Bassin du Lay et le syndicat Vendée-Sèvres-Otise. En 2020, ils ont réalisé la restructuration d'ouvrages hydrauliques, la surveillance des digues et des ouvrages de défense contre les inondations. Concernant les luttes contre les espèces invasives, nous avons la communauté de communes est en lien donc, contre les moustiques et les rongeurs aquatiques envahissants, tels ragondins et rats musqués, avec le Gidon SVL et puis la société Alligator. Pour information, juste pour les chiffres, 15 166 rongeurs ont été mis hors d'état de nuire en 2020. C'est très peu en fait par rapport à la reproduction. Pardon ? Le dernier n'est pas mort, non, il n'est pas prêt. Alors 172 animaux ont été accueillis en 2020 par la fourrière animale intercommunale, contre 256 en 2019. Parmi eux, 109 ont été rendus à leurs propriétaires et 56 ont été placés en vue d'une adoption. Voilà. Pour information, on a parlé, je pense qu'on l'a déjà évoqué. Enfin, sachez-le, si vous ne le savez pas, c'est que la fourrière animale, la compétence fourrière animale est rendue maintenant aux communes. Donc ce sont les communes qui vont gérer à nouveau aujourd'hui les chiens ou les chats qui sont en divagation. L'assainissement non collectif, donc le SPANC. Le SPANC, c'est quoi? C'est le contrôle d'assainissement non collectif, donc sur les maisons individuelles. Il y a eu donc des contrôles en 2020. Il y a eu donc 10 contrôles de bon fonctionnement, 245 contrôles de conception. La conception, donc, c'est les gens qui construisent. Donc, il y en a eu 245. Il y a eu 152 contrôles de réalisation et 415 contrôles lors de vente immobilière. Lorsque vous vendez une maison, vous êtes obligé aujourd'hui d'avoir un contrôle d'assainissement si vous avez un assainissement non collectif, même collectif d'ailleurs. La collecte des déchets, bien heureusement, malgré la pandémie, elle a pu continuer à fonctionner. Donc on remercie d'ailleurs les agents par rapport à tout le travail qu'ils ont fait malgré tout. Alors le service a continué à perdurer. Le volume produit en moyenne par an et par habitant dans le sud Vendée littoral est de 158 kg d'ordures ménagères, contre 142 en moyenne sur le département. Donc ce dispositif, bien sûr, c'est ce qu'il a remarqué, il était consolidé, d'autant plus que l'apport en déchetterie, la moyenne en déchetterie d'apport par habitant du territoire est de 446 kg par habitant, contre 348 sur le plan départemental. Autant dire qu'effectivement, on a encore beaucoup d'efforts à faire pour diminuer ces tonnages. Voilà. En 2020, donc, plus de 28 500 tonnes de déchets ont été collectées en Sud-Vendée littoral dans les 11 déchetteries, soit une baisse de 2145 tonnes par rapport à 2019. Mais comme on le disait à l'instant, ça reste quand même encore assez maximaliste. Il faudrait quand même les diminuer. Voilà. L'optimisation des coûts va être renforcée par un dispositif maintenant. Il y a bien sûr, comme vous le savez tous, parce qu'on en parle régulièrement, notamment si vous regardez les conseils communautaires ou les rapports qui sont faits. Donc on est sur un plan déchets aujourd'hui qui a été lancé en 2020 pour bientôt mettre en place une harmonisation donc, sur tout le territoire. Donc on repasse à ce qu'on appelle la taxe incitative là, pour les 2 années qui viennent, 2 ou 3 années qui viennent,
pour ensuite, en 2026, passer donc totalement à ce qu'on appelle la redevance incitative. Donc les services travaillent à faire en sorte que tout puisse être en place à cette époque. Voilà. Concernant la cuisine centrale de la communauté de communes, suivant des littorales, la cuisine centrale qui est donc à Saint-Hermine là-bas, hein, il y a eu donc 128 000 repas qui ont été délivrés en 2019-2020, soit une baisse environ de 17 500 repas par rapport à 2019. C'est lié bien sûr à la fermeture des écoles et des services pendant plus de 3 mois, entre le mois de mars et le mois de juin. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire autrement? Le prix de repas de la cuisine centrale est évalué à 3,79 € pour les enfants. Hein, il est facturé 3,50 € pour les réguliers et 3,60 € pour les occasionnels. Voilà. Il y a un reste à charge d'environ 27 000 €, donc qui est réparti sur les communes qui sont adhérentes donc, à cette usine centrale. Voilà. Concernant quelques faits marquants, donc en 2020, malheureusement, la cuisine centrale, ils ont subi des vols. Il y a eu dégradation sur les bâtiments et vol d'un camion de livraison, hein, qui a quand même amputé le service pendant un petit moment. Enfin, le dernier service sur lequel je voulais faire le rendu donc, de ce rapport, c'est le service d'autorisation des droits du sol, hein, donc ce qu'on appelle l'ADS, hein, autorisation des droits du sol. Sachez qu'en 2020, il y a eu donc 233 services d'urbanisme qui ont été instruits. Il y a eu 557 permis de construire. Il y a eu 19 permis de démolir, 11 permis d'aménager, 29 modifications de permis de construire, 11 DP, donc déclaration préalable, 9 permis d'aménager simple, donc en division parcellaire, il y en a eu 9, et permis d'aménager modificatif, il y en a eu 5. Soit un total donc, de 2074 actes contre 2047 en 2019. Je ne vous explique pas, là, cette année, on va passer les 3000 actes, vous verrez, par rapport à l'année, enfin 1000 actes supplémentaires par rapport à l'année précédente. Là, les services explosent. On a été obligé de recruter une personne supplémentaire pour pouvoir effectivement arriver à faire les actes, sinon ils sont prescrits d'office. Voilà ce que je voulais dire concernant ce rapport annuel. Alors je vous l'ai fait succinctement, très rapidement. Vous avez peut-être pu voir quand même quelques chiffres en même temps ou des compléments d'informations à l'écran. C'était un rapport que je devais vous communiquer. Donc je vous demande d'en prendre acte. Maintenant, si vous avez quelques remarques, quelques questions, allez-y, je vous écoute. Une toute petite remarque, parce que c'était pas si succinct que ça, j'ai l'impression, mais bon, il fallait le présenter. Juste pour apporter une note peut-être de morosité ou voire même une inquiétude, le nombre n'apparaît pas, mais c'est la CAF net pour l'an prochain. Vous avez parlé d'une baisse de 7 et quelques pourcents. On risque de perdre 80% de la CAF net. On va passer de 2,3 millions à peut-être même pas 500 000 €. Tout à fait. On va en reparler la semaine prochaine, je crois, à la Comcom, mais c'est assez inquiétant, mine de rien, tout ce qui se passe là. J'espère qu'on va pouvoir s'en sortir, surtout qu'il y a des prix in fine qui arrivent à terme dans peu de temps. Voilà, grosse inquiétude. On se rejoint totalement. Hein. Bon, comme c'était le rapport 2020, j'ai pas voulu être trop pessimiste par rapport à la CAF net de cette année. C'est vrai que quand on voit, on était à plus de 2 millions et là on tombe à moins de 500 000 €. Effectivement. Ouais. Donc je pense qu'on en reparlera très, très rapidement. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Non. Bah, écoutez, je vous demande de prendre acte de ce rapport, de la présentation de ce rapport. Je vous remercie, même si ça a été un peu plus long que succinct. Mais je pense qu'il faut quand même donner des chiffres et puis au moins donner quelques informations. Bien, la dernière délibération pour ce soir, donc c'est l'approbation de la CLECT, hein, de la Commission locale d'évaluation des charges transférées, donc c'est ce qu'on appelle la CLECT, hein, au titre de l'année 2021. Donc, alors cette CLECT, voilà, je mets le rapport. En 2021, donc, on a eu donc une réunion il n'y a pas très longtemps à ce propos, donc, où on a donc à l'ordre du jour, on était invité donc à se prononcer sur plusieurs points. C'était l'élection du président et du vice-président de la CLECT, l'approbation du règlement intérieur et puis l'évaluation des charges liées au transfert de la compétence organisation de la mobilité, qui nous concerne d'ailleurs la ville de Luçon.
Concernant l'élection du président de la CLECT, donc tout naturellement, la présidente, donc, Madame Brigitte Divers, s'est présentée. Elle a été élue à l'unanimité, donc présidente de la CLECT. Le vice-président en charge donc, de cette CLECT, c'est le premier vice-président, donc Nicolas Vanier, qui s'est proposé et qui a été élu également à l'unanimité, donc pour être vice-président de cette CLECT. Concernant l'approbation du règlement intérieur que nous devions faire, il a été repoussé parce que certains membres de la commission s'interrogeaient sur l'utilité de faire apparaître dans ce document des procédures dérogatoires de révision d'attribution de compensation. Donc, on a remis effectivement à plus tard la rédaction, enfin, on va revoir la rédaction du règlement. Elle sera soumise donc, lors d'une prochaine réunion concernant la CLECT. Alors maintenant, le troisième point, c'était l'évaluation des charges de transfert de la compétence organisation de la mobilité. Vous savez qu'on a donc pris cette compétence au sein de la communauté de communes à l'été, après avoir fait donc un diagnostic avec un bureau d'études, etc. Pour que cette compétence puisse être prise, il fallait que les communes qui avaient effectivement déjà des moyens de mobilité en place les transfèrent à la communauté de communes. Donc c'était le cas de la ville de Luçon et celle de la Tranche. Hein, d'accord. Donc tout naturellement, eh bien, les deux communes, donc, nous avons transféré cette compétence, enfin nous avons transféré donc nos moyens à la communauté de communes. Donc pour la ville de Luçon, ça concerne, vous savez, le transport collectif de la Luciole. Hein, et pour la commune de la Tranche, c'est la gestion du service des navettes qu'ils appellent le Funbus pour l'été. Ce sont des navettes gratuites. Voilà. Concernant les coûts de fonctionnement de la ville de Luçon, donc la CLECT a été faite réalisée sur 2 années, 2019 et 2018, enfin 2017, 2018, 2019, pardon, mais pas sur l'année 2020, parce qu'on a considéré que l'année 2020, c'était une année morte quasiment, hein, du fait de la pandémie. Donc il en est ressorti que concernant la ville de Luçon, eh bien, le coût moyen de la Luciole était évalué donc à 60, en TTC 60 442 €. Hein. Et donc, dans le cas du transfert, comme on a transféré au 1er juillet 2021 la Luciole à la communauté de communes, eh bien, leur transfert donc, de cette CLECT, il a été donc, de 50%. Hein, donc, en fait, du fait qu'il n'y avait que 6 mois, hein, donc, le montant de la compensation a été évalué à 30 221,28 €, hein, concernant la ville de Luçon pour la Luciole. Et concernant la Tranche-sur-Mer, bon, là, on est dans des coûts qui sont complètement différents parce que eux, c'était pour l'année parce que, en fait, comme ils fonctionnent que juillet-août, donc on considère comme ça, la compétence est au mois de juillet, donc ils ont fonctionné, donc on va dire à taux plein. Et donc eux, c'est un transfert quand même sur un total de 247 471 €, hein, voilà, qui a été évalué donc par je crois que c'est KPMG hein, qui fait les études pour nous. Voilà concernant cette délibération donc, de présentation sur la CLECT, le rapport annuel. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? On va dire non. Très bien. Écoutez, j'espère avoir été assez clair. Hein, donc, ce qu'on vous demande, donc, c'est bien sûr... après l'avis favorable de la commission des finances du 15 novembre, hein, donc d'approuver le rapport de la CLECT du 30 septembre 2021 tel qu'il est annexé à la délibération. Donc je le soumets à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc votez à l'unanimité. Je vous en remercie. Alors pour revenir maintenant à notre... donc on arrive au terme de notre conseil municipal. Bien sûr, vous avez donc reçu les décisions prises par le maire. Hein. Donc, on a vu tout à l'heure, effectivement, il y avait une petite modification à apporter sur une des décisions. Et on vous a également adressé la liste des DIA hein, du mois d'août au mois d'octobre que vous avez dû recevoir. D'accord? Pas de remarques particulières, non? OK. Juste dans les actualités, parce qu'on a deux petits points quand même à vous transmettre. Actuellement, donc, nous avançons pour le kiosque. Les travaux, si tout va bien, donc, on peut penser, enfin, on a reçu l'architecte dernièrement. La mise en place du chantier devrait se faire au mois de janvier pour un début des travaux au mois de février. Hein, nous avions 3 lots infructueux.
les lots ont été relancés. Et là, on peut penser que, enfin, on l'espère en tout cas, que ça le fasse. Hein. Donc voilà, on a pressé un petit peu nos commanditaires. Et si tout va bien, donc les travaux devraient commencer en janvier. Enfin, février, pardon. Concernant également la faisabilité pour le Beausire, donc on a lancé une AMO, hein, une assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc il y a eu une rencontre et visite de l'établissement. Hein, et maintenant, donc, on va commencer à vraiment rentrer dans le vif du sujet avec... il y aura un COPIL certainement, donc un comité de pilotage au mois de décembre, puis réunion de concertation après, donc en début d'année. Voilà, d'accord ? Concernant effectivement cette avancée sur le collège. Je vais peut-être dire quelque chose, non ? Non, simplement dire qu'on est allé visiter donc, avec la mise d'œuvre le Beausire mercredi. Effectivement, ils ont trouvé que c'était un collège qui est très très bien entretenu et qu'il y a effectivement des possibilités qui vont nous être proposées, normalement 3 scénarios. Donc il sera mis effectivement à l'étude du COPIL et ensuite il sera aussi prononcé au comité entier, donc en consultatif. Voilà. Donc apparemment tout a l'air de bien se passer. Il y a quelques idées qui se profilent, hein, avec notamment la maternelle qui serait mise au rez-de-chaussée. Peut-être première et deuxième étage, mais ça c'est à voir pour les élémentaires. Mais de toute façon, nous on a demandé quand même à ce que ce soit mis au premier étage. Donc il y a quand même des possibilités très très intéressantes. Donc on est assez conforté dans le projet qui va se faire. Bien. Voilà donc les informations apportées. Pas de questions écrites ? Ben non, pas de questions écrites. Pardon. Je suis désolé, hein, c'est un peu de ma faute. J'étais parti sur le 30 novembre moi, pour ce conseil municipal. Donc j'attendais. On a reçu plein de réponses à notre mot du Petit Dissonnet par rapport aux questions à poser en conseil. Bon, on les garde sous le coude et on les met au chaud pour la prochaine fois. Si on a le droit à 6 ou 9 ou 12. C'est Noël, on vous en accordera voilà, une de plus. Pour Noël, on fait un cadeau de plus à Noël. C'est gentil. Hein. Non. Ah, celui-là. Non, le prochain conseil, il me dit c'est le 24 décembre. Non, c'est pas le 24 décembre. Le prochain conseil, c'est le 14 décembre. Hein. Donc, voilà, ce ne sera pas le 24. Donc, ce sera le 14 décembre. Écoutez, voilà le conseil. Je coupe la parole. Quand est-ce qu'on a la date du conseil municipal ? Souvent, on dit en fin de conseil la date du prochain. Je n'ai pas vérifié, mais on l'avait dit la dernière fois pour le suivant ? Oui. Oui, certainement. Ouais. Ouais, moi, j'étais fin novembre, donc... Donc là, c'est le 14. Hein. Alors, le 14, c'est très proche. Hein. Voilà. Très bien. Écoutez, je vous remercie pour la tenue de ce conseil municipal. Je vous souhaite une très bonne soirée. N'hésitez pas à faire le retour de votre appréhension là, sur la salle de ce soir. Est-ce que la sono, est-ce que l'éclairage, l'installation des tables, vous nous direz. Merci.